Merci à ces deux exposés qui ont soulevé vraiment un ensemble d'éléments et je crois que la première chose à en retenir, c'est justement ce côté pluridisciplinaire de l'approche et la grande importance qu'il y a dans cette question des risques autour des questions politiques, des questions de mémoire historique à mobiliser, qui me paraissent tout à fait intéressants pour ouvrir cette discussion. Alors j'ai essayé de réorganiser à peu près tout ça sur ce que ça m'a suggéré et les quelques questions ce à quoi ça m'a fait penser, en essayant un peu d'organiser les choses autour finalement de cette gestion des différentes échelles de temps qui me paraissent être un peu au cœur de tout cela, puisqu'on a des temps très courts, qui est le temps du moment où l'événement se produit, la catastrophe se produit, la gestion de l'urgence comme tu l'as dit à plusieurs reprises. Et puis, il y a un temps plus long qui est le temps d'essayer de construire des politiques qui sont des politiques de prévention, des politiques d'aménagement qui permettent d'éviter un certain nombre d'effets de se produire sur place, et également de mobiliser toute la question de la mémoire du risque. Et donc d'essayer de trouver des traces de ce qui a pu se faire dans le passé, des traces bien entendu par exemple d'un certain nombre d'événements qui nous permettent de connaître mieux la chronologie de ces risques, mais aussi de voir éventuellement, et c'est peut-être une première question que j'aimerais soulever, de savoir si derrière ces restes archéologiques, dans l'architecture même de ces sociétés précolombiennes, la façon dont est-ce qu'on a un peu des traces de la façon dont ils se prémunissaient éventuellement de ce risque sismique. Alors, on peut le faire en discussion, je pense que ce sera plus... C'est mieux en interaction, parce que sinon... D'accord. Il y a deux choses intéressantes. On a, nous, une échelle qui s'appelle l'échelle de Richter, qui définit à partir de quel type de dégâts on peut mettre un grade à l'intensité d'un séisme en termes d'effets sur des bâtiments, des lacs, des rivières qui s'interrompent, des déplacements de population, des choses comme ça. Cette échelle de Richter, elle n'est pas très très vieille, elle a 200 ans. Et les Mayas ont publié exactement la même chose sur des tablettes. Donc ça a été publié cette année par un chercheur mexicain qui a analysé ces tablettes. Ils décrivent exactement ça a été interprété exactement de la même façon, avec un gros séisme, enfin ce qu'on identifie comme une catastrophe naturelle, et maintenant on sait que c'est un séisme. Il déplace tant de population, il détourne la rivière, il va créer un lac là où il n'y en avait pas, il va abîmer la pyramide, etc. Et on a les mêmes gradations avec des effets qui sont décrits par les Mayas. Donc oui, ils étaient au courant, ils vivaient avec les séismes, et manifestement, ils vivaient tellement bien avec eux qu'ils avaient même construit une interprétation de leur récurrence, de leur impact. Les Incas, on commence à se poser la même question. Il y a un dicton, il y a une évidence
dans tous les écrits de recherche architecturaux actuels sur les Incas, c'est que les constructions incas sont parasismiques. Tout le monde le sait, c'est évident, c'est comme ça. Mais personne ne l'a jamais vraiment démontré et on ne sait pas pourquoi ils auraient construit parasismique, si ce n'est parce qu'il y avait des séismes. Sachant que les Incas, ils avaient, je vais simplifier un tout petit peu, que les archéologues ne se fâchent pas, et ils avaient une tendance à assimiler les informations des cultures pré-Incas qu'ils envahissaient les unes après les autres. Soit ils les détruisaient parce qu'il n'y avait pas de coopération possible, soit ils assimilaient ce qu'ils avaient à assimiler. Il y avait une coopération qui se créait et la culture devenait Inca, agglomérée aux Incas. Et les constructions en Amérique du Sud, elles étaient en adobe, donc en terre, en agglomérat de terre et de boue, et parfois de paille ou de bois. Et un des derniers Incas, Pachacútec, il s'est mis à construire monumental et il a laissé, en une centaine d'années, tous ces bâtiments monumentaux avec des pierres de 2 tonnes, sans mortier, entre lesquels on ne peut même pas passer une feuille de papier, qu'on ne comprend encore pas très bien quelle est la logique de la construction, à part qu'effectivement, elle est parasismique. Donc si ça se trouve, ils ont vécu un gros événement sismique, parmi d'autres, parce qu'il y en avait sur la côte, là où habitaient pas forcément les Incas, mais là où ils ont été envahir des cultures et ramener de l'information. Et il y en avait à Cusco, et au bout d'un certain nombre de séismes, ils ont dit, bon allez, maintenant, basta, on construit solide. Peut-être que c'est une des pistes, et effectivement, qui vivaient avec les aléas naturels. On sait par d'autres études ethno-historiennes qu'ils vivaient avec les volcans. Donc pourquoi pas ils vivre avec les séismes. Le deuxième élément, en se déplaçant un petit peu, c'est toujours en interrogeant un peu sur cette mémoire des événements catastrophiques passés, c'est sur finalement la façon dont toute une région, toute une ville peut être préparée d'une certaine manière à la gestion de cet événement. Alors, puisqu'on m'a dit de faire des ouvertures, faire des mondes non américains, ça me renvoie tout de suite à un de mes domaines de prédilection, qui est le domaine méditerranéen, et sur un risque qui est le risque hydroclimatique de crues extrêmement brutales, qui est un des risques les plus fréquents. Il y a aussi des risques sismiques aussi dans le bassin méditerranéen, mais enfin c'est autre chose. Ces crues brutales face auxquelles, classiquement, les sociétés méditerranéennes, du fait d'un temps de retour qui est un temps de retour relativement court par rapport à des séismes extrêmement forts, c'était vraiment bien prémuni. Et avec notamment, je pense par exemple à toute la montagne marocaine, où de façon assez systématique, les villages berbères sont sur les flancs des montagnes et ne se tiennent jamais dans les fonds de vallée, c'est assez classique, mais qui sont occupés par éventuellement les cultures, mais jamais par les habitations. Et cet exemple montre qu'il y avait vraiment cette prise en compte de ce risque hydroclimatique. Et on a abordé avec Lima, avec d'une certaine manière la Nouvelle-Orléans, le fait que les sociétés urbaines peuvent modifier assez notablement les choses dans l'occupation, et en particulier, par exemple, dans le domaine méditerranéen, l'occupation des fonds de cours d'eau. Je rappelle simplement, par exemple, l'épisode d'une petite vallée qui est la vallée de l'Ourika, à proximité de Marrakech,
qui, il y a eu j'ai oublié de vérifier la date exacte, mais ça doit remonter à 1999, je crois, la grande catastrophe de l'Ourika. C'est une petite vallée qui s'enfonce dans la montagne vers le sommet qui est le sommet le plus important du Haut-Atlas, le Djebel Toubkal. Et il y a eu un épisode méditerranéen, d'averse méditerranéenne, qui s'est déclenché sur le sommet du Toubkal. Quand on est en bas de la vallée, on ne voit pas arriver l'onde de crue. Et malheureusement, dans cette petite vallée, on avait installé tout un tas de guinguettes, de petits cafés, etc. Les habitants de Marrakech se sont trouvés totalement piégés par l'onde de crue, puisqu'on avait occupé ce fond de vallée. Voilà. Donc, je pense que des exemples comme cela, on les verrait se multiplier. Et qui pose la question, mais que l'on a vu transparaître du côté de la Nouvelle-Orléans, de finalement cette opposition entre le laisser-faire et puis d'un autre côté des politiques d'aménagement qui prennent en compte la prévention des risques, etc. Et on est toujours un petit peu en tension entre les deux. Même lorsqu'on est dans des États centralisés, etc., ça peut malgré tout, même quand la politique de prévention des risques est très forte, on a quand même des surprises. Je rappelle par exemple le célèbre exemple en France. On est très fiers quand même de notre politique, les plans de prévention des risques, etc. De ce qui s'est passé dans la petite ville de Sommières, dans le Gard, qui est touchée à peu près régulièrement par une grande crue catastrophique, à peu près tous les 10 ans. Et où le maire, qui était à l'époque le président du conseil général du département du Gard, a joyeusement installé la caserne des pompiers, et donc ceux qui doivent intervenir en cas d'urgence, en zone inondable. Et bien évidemment, à la première crue, on n'a pas pu faire face à l'urgence. Donc finalement, la Nouvelle-Orléans n'est pas un cas tout à fait isolé. Pas du tout. Et la question que je voulais poser à partir de là, c'est sur de préciser peut-être un tout petit peu sur la Nouvelle-Orléans comment finalement on va simplifier les choses, comment cette tension entre la croissance d'une ville, la ville libérale, pour dire les choses simplement, face à les interventions en plus multiples et parfois contradictoires de ce fameux millefeuille administratif. Alors déjà deux choses qui sont importantes d'être précisées, parce que je sais qu'en France on n'est pas toujours très au fait de ce genre de choses. La première, c'est que l'assurance du bâti n'est pas un fait obligatoire aux États-Unis. Je crois que c'est à Houston pour l'ouragan Harvey en 2017. Il me semble que c'est 30 ou 40% du bâti qui était assuré parce que les propriétaires ne sont pas tenus de souscrire à une assurance habitation aux États-Unis. Et puis ces assurances habitation sont extrêmement, pour faire simple,
toutes les systèmes d'assurance que l'on a en cas de catastrophe naturelle en France n'ont pas leur pendant aux États-Unis. Je vais livrer une petite anecdote à ce sujet. Il y a un chercheur américain qui travaille notamment sur les risques, qui était propriétaire d'une petite maison dans le Bayou. Et puis, c'était une maison sur pilotis pour laquelle il avait souscrit à une assurance. Et il a été, je ne sais plus en quelle année, mais ça doit être en 2008, parce qu'il y a eu Gustav et Ike, qui étaient deux ouragans assez rapprochés dans la saison. Et lors du premier passage, le passage du premier ouragan, sa maison a été emportée. Donc c'était une maison en bois, donc elle a été littéralement soulevée et elle s'est posée 200 mètres plus loin en fait dans un champ. Donc elle s'est posée au sol dans un champ. Et puis donc un mois et demi ou 2 mois plus tard, il y a eu l'ouragan Ike. L'ouragan Ike n'a pas eu la même cinétique que l'ouragan Gustav. Et Ike, autant que Gustave, c'était des vents violents. Ike, ça a été une submersion marine et donc une inondation. Donc sa maison, qui était autrefois sur pilotis, cette fois-ci était donc posée à même le sol et donc a été inondée. Il y a eu 1,50 m d'eau et donc sa maison a été inondée. Et son assureur lui a dit qu'il avait souscrit à une assurance inondation pour une maison sur pilotis. Et comme là, le bâtiment qui était inondé n'était de fait pas sur pilotis puisqu'elle avait été arrachée de sa dalle de béton par le précédent ouragan, l'assurance était donc caduque et ne fonctionnait pas. Voilà, parce que dans les petites lignes, effectivement, on souscrit une assurance inondation pour un bien et le bien en question n'était plus de même nature puisque l'assurance ne fonctionnait que parce qu'elle était sur pilotis. Voilà. Donc, ce qui explique entre autres pourquoi beaucoup de personnes ne souscrivent pas à des assurances qui sont à la fois relativement chères aux États-Unis, qui ne fonctionnent pas sur le principe de solidarité comme on a avec les fonds Barnier, les fonds CatNat qu'on a en France. Et puis, on a aussi un bâti qui est, certains diront précaire. Le bâti typique à la Nouvelle-Orléans, il est en bois. Il faut savoir que la ville s'enfonce d'1 centimètre par an en fait parce que le substrat est assez instable et donc on a des habitations qui vont pas durer des centaines d'années et donc en fait si vous avez une maison qui n'a pas une valeur foncière extrêmement importante, finalement il vaut mieux ne pas être assuré et la reconstruire. Donc il y a déjà cet élément là. L'autre élément, c'est que la culture libérale, comme tu l'as dit, aux États-Unis, fait que les collectivités et les États et l'État fédéral n'a pas nécessairement de droit de regard sur ce que vous faites sur une parcelle qui vous appartient. Et donc, si vous voulez construire derrière une digue sans être protégé, il y a aussi cet élément-là, c'est que on part du principe aux États-Unis, davantage qu'en France, mais c'est parfois le cas en France également, que derrière une digue, vous n'êtes plus sujet au risque, plus soumis au risque, puisque vous êtes protégé. Je me rappelle d'une phrase qui avait été dite après la tempête Xynthia en France, qui était que le destin d'une digue, c'est de rompre, et que donc nécessairement les habitations qui sont derrière une digue, elles ont beau ne plus être vulnérables à un instant T, on peut pas considérer que c'est des terrains qui sont pas soumis à un risque. Et donc aux États-Unis, il y a très peu de législation concernant la nature du bâti, puisqu'on part du principe que vous êtes chez vous, vous faites un petit peu ce que vous voulez. Donc on a du bâti qui n'est pas forcément soumis à des règles d'urbanisme, qui n'est pas assuré, et qui en plus se situe, effectivement, on l'a dit, dans des zones qui sont particulièrement problématiques, puisqu'on a un accroissement urbain qui est tel que, pour la Nouvelle-Orléans par exemple, alors je ne sais pas si je peux montrer un petit peu, voilà, le centre historique il est ici, et en fait c'est pas pour rien qu'il se situe à cet endroit-là, c'est qu'il est situé sur le bourrelet de berge du Mississippi, donc le bourrelet de berge qui est un amas de sédiments et qui donc se situe largement au-dessus du niveau de la mer. Le Mississippi, sur le centre historique, on est à peu près à 6 mètres au-dessus du niveau de la mer.
Et vous avez en fait des quartiers dans le centre ici qui sont situés sous le niveau de la mer. Donc, au début, on a construit donc, sur ces bourrelets de berges, donc les quartiers historiques qui sont ici, qui avaient créé la polémique après Katrina, puisqu'il se trouve que ce sont des quartiers cossus, avec des maisons qui ne sont pas en bois, pour le coup, qui sont des maisons en pierre. Et donc, c'est ce qui a alimenté les rumeurs qui ont indiqué qu'on avait fait sauter les digues pour inonder les quartiers pauvres, qui sont majoritairement les quartiers noirs, ce qui n'est encore pas complètement le cas, mais c'est ce qui avait été simplifié et dit par certains, dans certains médias, pour inonder les quartiers pauvres et pour libérer la ville de ces pauvres populations. Et en fait, les quartiers que vous avez ici, qui sont le long du lac Pontchartrain, et puis tous les quartiers qui sont à cet endroit-là, là où il y a marqué Saint-Bernard Parish, ce sont en fait des quartiers qui étaient des marécages jusqu'au début du XXe siècle et qui ont été en fait asséchés pour pouvoir récupérer des terrains constructibles. Le problème quand on assèche des terrains qui étaient auparavant occupés par de l'eau, c'est qu'on se doute bien qu'en cas d'inondation, qu'en cas de submersion marine, ce sont les premiers terrains qui vont être à nouveau inondés. Donc on a une problématique effectivement de gestion du foncier qui est finalement typique des villes qui ont eu un intérêt économique et donc pour lesquelles on a eu un accroissement urbain. Et dans le même temps, une politique libérale qui fait que on ne régit pas spécialement les constructions et il n'y a pas vraiment de plan d'urbanisme. D'ailleurs, après l'ouragan Katrina, la ville a voulu mettre en place l'équivalent un petit peu des plans locaux d'urbanisme qu'on peut avoir en France. Et il a fallu 6 ou 7 plans successifs pour que finalement soit adopté une ébauche de plan 6 ans plus tard, qui a été remodifié maintes et maintes fois. Et il n'y a pas eu vraiment de terrain d'entente qui a été trouvé sur des accords d'occupation du sol et de gestion de l'urbanisme à la Nouvelle-Orléans. Voilà. Merci. Je peux encore me permettre une question, une petite réaction. C'est sur la question qui a été soulevée ou un petit peu en filigrane derrière tout cela, aussi de la question des moyens et des différences de moyens qui peuvent se trouver dans les différents pays pour mener ces différentes politiques, soit de gestion des crises, soit de gestion du risque ou de prévention du risque. Ça a été un tout petit peu évoqué quand on a parlé de la croissance très forte de la population, par exemple, sur une agglomération comme celle de Lima. Mais moi, ça m'a tout de suite fait penser à un exemple que je connais un petit peu, qui est du coup plutôt sur le terrain américain, qui est l'exemple d'Haïti, à la fois après le séisme de 2010, qui était un séisme certes majeur, mais qui a débouché quand même sur 280 000 morts, au moins dans le bilan qu'on a pu tirer dans le mois qui a suivi 2010. Et puis plus récemment par le passage de l'ouragan Matthews, avec un bilan qui est un bilan très contrasté, alors qu'il a frappé un petit peu de la même façon, d'un côté la République dominicaine, de l'autre côté Haïti, avec une vulnérabilité évidemment extrêmement forte de la population haïtienne, beaucoup plus que l'effet à proprement parler de la violence ou de la particulière violence de l'événement, de l'aléa. Et donc la question
que je voulais poser peut-être plus du côté justement de ces grandes métropoles latino-américaines, cette question finalement des inégalités sociales, de la pauvreté et du coup de la vulnérabilité très différentielle du point de vue social face aux risques. Ceci dit, ça se pose tout aussi bien à la Nouvelle-Orléans et vous pourriez réagir l'une et l'autre exactement de la même façon. Donc, moi, dans le... Je peux reprendre un tout petit peu ce que tu as évoqué tout à l'heure, les surcrises ou les événements en cascade. On est dans des configurations en termes d'aléas naturels et climatiques, avec l'accélération du changement climatique, qui fait qu'on peut s'attendre à des événements en cascade. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un séisme qui va entraîner des glissements de terrain ou une crise d'inondation qui va entraîner des glissements de terrain, qui va s'augmenter d'un événement El Niño, qui va s'augmenter de problèmes d'évacuation, etc., etc. Et ça a déjà eu lieu. On les connaît. On est poussé par les appels d'offres de financement pour interagir sur ces espèces de problématiques de surcrise et d'événements en cascade. Comment quantifier l'effet Murphy, comme tu disais, la loi de Murphy. Qu'est-ce qui va se passer si jamais on cumule tout ça dans un temps court ? Il est évident que des populations fragilisées par un événement précédent, donc un ouragan ou qui s'additionne à un autre ouragan ou tout un tas d'autres aléas qui s'additionnent les uns les autres, comme à Haïti, un ouragan qui va porter sur une population qui est défavorisée, qui est déjà fragilisée ou qui n'a pas bâti pour se protéger, ça va entraîner des épidémies notamment. Et c'est un des gros problèmes des gigapoles, des mégapoles en Amérique du Sud qui vont atteindre 10-20 millions de personnes, où on a une croissance exponentielle, donc en surface à la libérale. C'est un peu le même principe que les États-Unis. Donc le seul problème, c'est que la croissance va se faire de façon spatiale jusque sur les flancs des volcans ou dans les zones pentues ou dans les zones qui sont insécures, complètement insécures. Et où là, les risques vont s'additionner à tout un tas d'autres choses en plus de l'aléa naturel. Donc je pense que c'est un problème qui est peu géré, mal géré, méconnu par les politiques en tout cas. Il y a beaucoup de recherches qui sont lancées sur ces plans-là, donc on peut espérer que ça va percoler jusqu'aux autorités un jour ou l'autre. Malgré tout, oui, c'est un des gros défis des années à venir. Ouais. Oui, bah, effectivement, sur aux États-Unis, la ville états-unienne telle qu'on la connaît dans l'image d'Épinal que l'on a, présente une ville avec des vulnérabilités sociales extrêmement spatialisées, avec des quartiers extrêmement pauvres qui vont juxtaposer des quartiers extrêmement cossus, et puis des centres-villes plutôt pauvres, sur des agglomérations urbaines qui vont être extrêmement distendues. Ce qui veut dire qu'en cas d'évacuation, les populations les plus pauvres qui vivent au centre de la ville, pour évacuer, doivent déjà franchir en fait d'extrêmement longues distances pour pouvoir évacuer la ville, ce qui pose des problèmes. À la Nouvelle-Orléans, en 2005, on estime que sur l'agglomération, 100 000 personnes n'avaient pas de véhicule, ne pouvaient pas évacuer par leurs propres moyens. La ville avait mis en place 64 bus pour évacuer à destination des personnes qui n'avaient pas de moyens de transport. Cette dichotomie entre les besoins et puis la réponse des politiques, elle paraît absurde aujourd'hui. Et pourtant, j'en ai discuté avec un des responsables de la cellule de crise de la ville de la Nouvelle-Orléans qui nous dit on était bien conscient qu'il fallait évacuer la ville, mais dans le plan, en gros, c'était indiqué il faut évacuer la ville, donc à H moins de temps, on dit aux gens il faut évacuer, les gens prennent leur véhicule et ils s'en vont. Voilà, c'était indiqué comme ça.
Et puis, on met en place éventuellement des bus pour les gens qui n'ont pas de voiture. Les touristes s'en vont dans les derniers avions et le problème est réglé. Toute la problématique des populations vulnérables n'était pas du tout prise en compte. Les gens qui ne peuvent pas évacuer par leurs propres moyens, les personnes à mobilité réduite, qui ne peuvent même pas accéder en fait, à ces bus-là. Et tout ça est lié à la fois à la géographie et à l'aménagement urbain. Donc c'est un vrai problème de gestion politique urbaine de la ville, à la fois d'organisation de la gestion de crise, de prise en compte des populations vulnérables, et puis également d'accroissement du phénomène de surcrise, comme tu le disais, où on va avoir du coup des populations... Si les populations qui restent coincées en cas de catastrophe sont justement les populations les plus vulnérables à besoins spécifiques, on a une probabilité d'occurrence de surcrise dramatique qui est de plus en plus importante. Et effectivement, on le voit sur cette carte, si la plupart des victimes sont dans les hôpitaux et les maisons de retraite, c'est bien que c'était les populations à besoins spécifiques qui ont été les moins prises en charge finalement, et qui ont occasionné les surcrises. Juste un tout petit truc à rajouter. Il y a une vulnérabilité qu'on n'envisage pas, ou peu, très peu. C'est les regroupements un peu instantanés ou à court terme, notamment par exemple les regroupements touristiques. Ouais. On a l'exemple du Machu Picchu qui a été... qui est un point haut, mais qui est desservi par un train. Il n'y a pas de route. En 2010, il y a eu une inondation de Aguascalientes, des glissements de terrain qui ont coupé la voie. Ils se sont retrouvés avec des milliers de touristes bloqués à Aguascalientes, pas d'eau. Il a fallu évacuer. Ils ont fait venir des hélicoptères du Brésil, où ça a coûté près de... alors, je ne connais pas le montant en milliards, mais je crois que ça a impacté jusqu'à 10% du PIB du pays cette année-là, avec aucune anticipation du phénomène de l'inondation, alors que des événements El Niño, des Niñas, au Pérou, il y en a tous les X années. Si ce n'est pas un Niño, c'est une Niña, et il y a des inondations et des glissements de terrain partout. Donc ça, c'est assez surréaliste, et on peut imaginer qu'il y a des millions de touristes dans certains sites qui risquent d'être impactés par une crise, et il n'y a pas d'anticipation, ne serait-ce que en termes d'évacuation, sur les langues. On a des gens qui ne parlent pas la langue locale. On a des problèmes d'alimentation, en eau notamment, en cas de non-évacuation. Et rien n'est prévu. Et personne ne s'est imaginé que ça pouvait être un enjeu. Donc on a effectivement les populations pauvres ou vulnérables de par leur localisation et leur appartenance à un pays. Mais on a aussi ces espèces de populations migratoires qui sont extrêmement vulnérables parce que pas chez elles, ne parlant pas la langue, sans aucune ressource pour décider d'un plan d'action, et c'est pas envisagé par le pays. Donc voilà, c'était juste le dernier point. Mais d'ailleurs, après Katrina, donc, il y a eu la problématique du Superdome et du Convention Center, où on a eu des dizaines de milliers de populations qui se sont retrouvées sans eau, sans climatisation. Le mois d'août à la Nouvelle-Orléans, c'est 95% d'humidité et 45 degrés, donc dans un stade couvert, sans eau ni électricité. Le premier pays qui a proposé son aide aux États-Unis, c'est le Venezuela, qui a proposé l'aide internationale pour acheminer, justement pour pallier à ces difficultés de regroupement massif, et notamment de populations qui n'avaient pas eu les informations. Je sais qu'il y a des étudiants de l'université de Tulane qui étaient en stage, des étudiants internationaux qui étaient en stage, qui n'ont reçu aucune information sur comment évacuer, et qui se sont retrouvés dans le stade parce que pour les touristes, il n'y avait pas vraiment, ou les populations migratoires temporaire, il y avait pas vraiment d'information qui était adaptée. Alors aujourd'hui aux États-Unis, l'information est systématiquement en anglais et en espagnol pour justement essayer de couvrir un maximum de population. Comment ? Surtout dans cette région. Surtout dans le sud, effectivement. Mais ça pose des vrais problèmes, et puis je vois qu'on a
Noémie qui a travaillé sur à Paris, justement, sur le dispositif Sequana, donc sur la crue de la Seine. Je crois que la gestion des populations touristiques, c'est un problème qui se pose pas que pas qu'en Amérique du Sud, pas qu'en Amérique du Nord, mais c'est une problématique qu'on va devoir gérer également en France et d'autant plus à Paris, je pense. On peut peut-être à partir de là élargir sur le débat sur la salle. Il y avait monsieur qui... J'ai une question qui porte sur le risque sismique. Et vous avez relativement peu parlé des normes de construction parasismique. Vous avez évoqué cette question, mais j'aimerais que vous puissiez nous éclairer un peu, à la fois sur les progrès de leur extension aux zones qui sont susceptibles d'être touchées au nord comme au sud par le risque sismique, et le facteur de protection que ces normes assurent par rapport à d'autres types de prévention, comme ce que vous avez évoqué sur la localisation des risques et cette démarche qui paraît extrêmement difficile, à la fois basique mais difficile à mettre en œuvre, qui consiste à déplacer la carte des concentrations urbaines pour respecter la carte des failles et des dangers naturels. Donc voilà, cette problématique du lien entre degré de protection assuré par le parasismique, à la fois par sa présence réglementaire et pratique, par ailleurs, parce que ce sont deux plans différents, et quel rapport entre ces normes et d'autres modes de prévention en termes d'efficacité. Alors, je vais essayer de répondre en deux étapes. En termes de normes parasismiques, si elles sont présentes en prenant en compte les séismes, on a vu par exemple le dernier gros séisme de subduction qui a eu lieu en Amérique du Sud, c'est à Maolé, enfin c'est un des gros, le plus gros, à Maolé au Chili en 2010. Il y a eu extrêmement peu de morts. On construit en parasismique pour empêcher les gens de mourir, pas pour empêcher les bâtiments de s'abîmer. Donc, il y a eu extrêmement peu de morts à Maolé parce que les normes parasismiques ont été mises en vigueur et respectées, à la fois dans la zone du séisme et jusqu'à Santiago. Après, c'est un pays qui a des restes d'une tradition dictatoriale où quand il y a une norme, on l'applique. Au Pérou, c'est un petit peu plus compliqué, c'est un petit peu plus anarchique. Il y a beau y avoir des normes, c'est pas gagné qu'on construise selon les normes. On sait qu'en Turquie, par exemple, il y a des normes, mais on ne construit pas nécessairement en fonction des normes, alors qu'on est notamment à Istanbul dans un cas extrêmement dangereux et anticipé de catastrophes à venir, sismiques. Donc, on sait qu'au Japon, on a des bons exemples de construction parasismique qui fonctionnent. Au Chili, il y a des bons exemples de construction parasismique qui fonctionnent. Encore faut-il, pour avoir un code de construction à jour, qu'on sache quel est le degré d'accélération sismique qu'on attend pour un site. Et par exemple, à Quito ou à Cusco, avant les travaux qu'on est en train de mener directement nos équipes, le code parasismique était absolument sous-dimensionné. À Cusco, non seulement le code parasismique est sous-dimensionné, mais les gens ne savent pas qu'il peut y avoir des séismes. On a vu, il y en a eu un en 1650, un en 1950, qui a détruit la ville à chaque fois. Et ce que je commentais juste avant, quand on parle avec le conservateur du Machu Picchu, qui visiblement est un site qui a vécu des séismes, dans la structure des bâtiments, on voit qu'il y a eu une résilience à des événements sismiques passés, au moins un. Le conservateur dit « Ah non, mais il n'y a pas de souci, on est sur un granit, donc il n'y a pas de transmission des séismes, nous on risque rien ». Alors que finalement, le discours réel, c'est il n'y a pas d'amplification,
des ondes sismiques sur un site au rocher granitique. Mais par contre, s'il y a un séisme, s'ils sont le long d'une faille, ils vont subir le séisme directement. Donc, on voit bien que la connaissance de l'aléa, même très limitée, même le fait que, oui, ce site a vécu un séisme dans le passé, donc ça va nécessairement revenir. Dans le passé humain, un site qui a vécu un séisme, il va en vivre un autre. Dans un futur difficile à quantifier, à 50 ans. Mais par contre, on est certain qu'une faille qui est sismique à l'échelle humaine, elle sera sismique dans le futur. Donc, il faut connaître le risque, il faut connaître l'accélération que le bâtiment peut subir et le construire en conséquence. Et ça, déjà, c'est une superposition de choses qui vient en amont d'obliger les gens à construire de façon parasismique en plus. Ça, c'est la première partie de la réponse. Et la deuxième va être assez rapide. On a vécu en France, en 2019, en novembre dernier, à Montélimar, un séisme qui a détruit le Teil complètement. Donc, dans une zone où on ne savait pas que la faille était potentiellement active, où il y a 2 centrales nucléaires et où il y a des constructions historiques avec des bâtiments qui, individuels, sont en pisé, finalement, assez proches de ce qu'on aurait pu observer au Pérou. Le gros risque pour un bâtiment, c'est d'avoir plusieurs étapes de construction qui ne sont pas forcément cohérentes entre elles. Donc le plus gros danger dans un bâtiment, c'est quand il a été construit en plusieurs étapes et qu'on le secoue avec un séisme, il est beaucoup plus à risque de s'effondrer ou de se détruire. On vit dans des pays où on porte un intérêt à l'héritage et aux maisons anciennes et on habite des maisons qui ont 400 ans parfois. Ce n'est pas forcément le cas en Amérique du Sud. Par contre, une maison qui a 400 ans, elle a une histoire, elle a des fracturations, des fissurations, des réponses à des variations de nappes, des événements climatiques, des inondations. Elle a un vécu autant que possible qui est préservé à l'heure actuelle dans la construction, mais qui n'est pas nécessairement renforcé pour survivre à un événement extrême. Donc, le code de construction en lui-même peut protéger s'il est appliqué et si on a connaissance des aléas. Mais ça fait beaucoup de si. Merci. Moi, j'ai plusieurs remarques ou plusieurs questions, mais il y en a une qui va faire un peu le lien avec la question précédente. Vous avez chacune montré une approche et relativement originale du risque. C'est-à-dire que quand on travaille sur les risques, on a souvent une approche d'abord par l'aléa, et ce qu'est l'aléa, et je pense qu'il est vraiment important qu'on distingue bien d'ailleurs les deux termes, aléa et risque. Vous avez dit vous-même que des aléas faibles vont avoir dans un cas c'est les petits ouragans, dans l'autre cas c'est les petites failles. Et moi j'avais vu la même chose avec les quebradas à Quito, c'était les petites et les plus récentes qui étaient les plus destructrices et pas les grands bassins comme pouvaient croire certains au départ. Donc souvent quand on travaille sur les risques, c'est en approchant d'abord l'aléa, en essayant de le connaître. Vous montrez l'une et l'autre des approches assez renouvelées. L'une sur effectivement approcher les risques par les questions de gouvernance et de voir que cette gouvernance est un facteur de vulnérabilité important. Et toi, Laurence, avec cette approche historique, et vraiment historique ancienne, hein, c'est-à-dire qu'on remonte même sur des périodes où il n'y a pas de traces écrites, ce que tu disais, et donc une connaissance alors de l'aléa ou une connaissance de la catastrophe, c'est-à-dire vraiment des conséquences de cet aléa sur la société. Et je me demandais justement quelle est la place que vous accordez l'une et l'autre à la connaissance vraiment du phénomène physique et dans cette relation justement avec l'étude du risque qui est forcément un phénomène social. Et je le dis d'autant plus que donc, Laurence, tu es géologue, donc tu viens vraiment des sciences de la Terre.
Et qu'Elsa, tu es dans un laboratoire où l'aléa a vraiment été très étudié. Enfin, je veux dire, de Freddy Vinet, Léon, tout ça, c'est vraiment une école sur l'aléa. Donc, comment vous positionnez la connaissance, voilà, de l'aléa dans vos approches à la fois sur l'histoire des sociétés et sur la gouvernance des sociétés? Je te laisse peut-être. Effectivement, je viens d'une école où l'aléa est assez bien, a une place qui est assez importante. Après, sur mon domaine de recherche, les États-Unis ont un niveau de connaissance de l'aléa climatique, l'aléa cyclonique très développé. Et surtout, on se rend compte que la récurrence des ouragans à la Nouvelle-Orléans est telle que c'est un phénomène qui est extrêmement bien intégré, surveillé, prédit finalement. On n'a pas... le gros avantage des cyclones par rapport aux tremblements de terre, c'est qu'à 5 jours près, on sait de toute façon à peu près où est-ce qu'ils vont taper, avec plus ou moins de précision, mais on est capable à 3-5 jours d'évacuer des populations, de lancer des alertes qui sont parfois extrêmement précises. Le bulletin d'alerte du National Hurricane Center qui a été publié 3 jours avant le passage de l'ouragan Katrina, aujourd'hui il est exposé dans un musée. Parce que le type qui était de garde ce jour-là a publié le dernier mémo qui a été publié, précise avec une exactitude qui est presque effrayante les conséquences que cet ouragan va avoir sur le territoire. Donc à 3 jours près, on a une précision des dégâts et de l'ampleur du phénomène. Ce qui n'est pas du tout le cas avec d'autres aléas qui sont beaucoup moins... les aléas... les phénomènes climatiques d'ouragans, d'inondations, alors, sauf les crues extrêmes et les crues extrêmement rapides, sont assez bien maîtrisés aujourd'hui. Les États-Unis ont fourni de gros moyens pour étudier les cyclones. Et donc c'est vrai qu'on a une approche qui va être complètement différente de la tienne, je pense, où la récurrence déjà est extrêmement plus vaste et puis absolument pas prévisible. Juste une remarque, c'est le phénomène qui était bien prévu, c'est-à-dire le moment où il allait impacter, ou vraiment les dégâts, parce qu'on est sur un système urbain qui est nécessairement complexe, et justement la surcrise pour le coup. Enfin, il y a un degré d'incertitude dans la crise urbaine. Donc, ce qui a été bien prévu, c'était l'intensité du phénomène, sa trajectoire. Et les difficultés auxquelles il serait confronté. Mais aussi, effectivement, l'impact sur les sociétés. Ouais. Et notamment, ça va jusqu'à quelles sont les voies d'évacuation qui vont poser problème, quels sont les types de populations qui risquent d'être les plus en danger, quels sont les dégâts en termes et même les temporalités en fait d'obstruction. Je me rappelle plus exactement de la teneur du mémo, mais il dit une connaissance très fine du territoire. Voilà, pendant plusieurs semaines, on risque de ne pas avoir d'eau potable, d'électricité, on risque d'avoir des difficultés d'acheminement des secours, on risque d'avoir tel et tel type de population qui vont être bloquées chez elles. Donc il y a une précision, c'est presque effrayant finalement parce que Katrina, c'est un événement qui, dans sa nature en tout cas, était extrêmement anticipé. À 3-5 jours, on savait exactement ce qui allait arriver, quoi. Voilà. Donc moi, je vais répondre de façon un peu personnelle, dans le sens où tu m'as posé la question du phénomène physique, de l'importance du phénomène physique dans tout ça.
Donc effectivement, pour la vulnérabilité, pour le risque, on a l'aléa qui se conjugue à la vulnérabilité. C'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure en disant, si on a un gros séisme ou un volcan dans le désert ou sur Mars, globalement, bon, c'est pas trop problématique. C'est intéressant fondamentalement de comprendre comment ça fonctionne, d'observer le phénomène physique, de le décrire, de l'anticiper, tout ce qu'on veut, mais c'est fondamental. Ça n'a pas d'impact en termes de risque pour les populations humaines. Moi, je suis physicienne, puis géophysicienne, puis géologue, puis je tends vers d'autres choses. À tel point que ce qui était très riche dans les Andes, c'est d'observer que effectivement, donc les volcans, les failles, les glissements de terrain, les événements climatiques, tout ça, ça fait partie du paysage. Ça marque de façon extrêmement forte le paysage. Donc on ne peut pas s'empêcher de penser, nous, après, quand on se balade pour aller faire de la recherche dans ces paysages, que les gens, ils ont vécu de façon très organique avec ces paysages. On peut suivre des occupations humaines avec des traces de silex au bord de l'océan, quand il y a eu des camps de pêcheurs qui se sont déplacés du haut de la quebrada vers la mer. Donc on se rend bien compte que le phénomène physique, il est connu, il est intuitivement vécu par l'être humain quand il occupe un paysage, quel qu'il soit. Il évolue avec la végétation pour se nourrir, il évolue avec tout le fonctionnement de la Terre autour de lui. Donc pourquoi pas les séismes et les volcans. Finalement, les volcans, ils préviennent un petit peu comme les ouragans. On a relativement le temps de voir que le volcan il rentre en éruption à quelques jours près. C'est pas pour ça qu'on va être capable d'évacuer Naples. Ouais. Typiquement, on sait que ça va se passer, on le voit gonfler et pourtant, on sait pas très bien comment on va gérer la crise. Et inversement, ou similairement, au Pérou, il y a eu ce gros séisme de 1746 qui a ravagé Lima. Lima coloniale, ville choisie par les Espagnols pour s'installer en arrivant et pour étendre l'occupation espagnole, a été ravagée par un séisme et un tsunami. Et depuis 1746, il y en a eu des dizaines autour de Lima. Donc en 98, en 2001, en 2007, le séisme de Pisco a lieu à 350 km de Lima. Donc pas du tout à Lima et beaucoup moins fort que là où ça devrait se produire quand ça va se passer à Lima, parce qu'on attend un gros à Lima. Le président péruvien n'avait plus d'électricité et pas de téléphone et personne n'a compris ce qui se passait à Lima alors que le séisme a eu lieu à 350 km de la ville. Donc l'État était complètement désorganisé, la crise était générale. Personne n'a compris ce qui se passait, il n'y avait pas de plan d'évacuation, il n'y avait absolument aucune gestion en 2007 d'un séisme qui était complètement anticipable et on peut anticiper que la prochaine catastrophe au Pérou, ça sera aussi Lima. Donc le phénomène physique, on est loin d'être capable d'anticiper un séisme. Très loin. On peut les observer, on peut observer tout un tas d'épiphénomènes, de relâchements de contraintes, de glissements lents, extrêmement précisément maintenant avec les satellites, avec l'instrumentation, on fait des modèles incroyables avec l'intelligence artificielle du fonctionnement d'un séisme, du déclenchement d'un séisme, mais à chaque fois après coup. Et après coup, on va voir 10 modèles qui se contredisent, qui se publient, qui se surenchèrent, qui disent oui, mais c'était ça, c'était ça, c'était ça. On l'a vu à Fukushima. Le problème, c'est que historiquement, il y a des géologues, voire même des géographes, c'est pire, qui ont publié qu'il y avait un tsunami enregistré 36 mètres au-dessus de la centrale, un paléotsunami qui a eu lieu, on va dire, il y a X milliers d'années. Donc on était à peu près sûr que ce type de tsunami pouvait se produire exactement à cet endroit-là. Les ingénieurs qui ont choisi de faire le plan de prévention de la centrale, ils ont prévu contre le séisme, mais pas contre le tsunami. Donc le phénomène physique, on a beau le connaître, on a beau savoir qu'il a eu lieu, qu'il va se reproduire, finalement, c'est pas très très important, je dirais. C'est pas ça qui va empêcher le risque.
Non, et puis, Il faut oui, connaître, mais ça ouais, et puis contribue. je pense même que, en fait, quand on parlait tout à l'heure de zones à risque, etc., enfin, c'est pas là où il y a les aléas les plus intenses qu'on a du risque. Les villes sont par excellence des zones à risque parce qu'on a des enjeux et que c'est là où on a le plus à perdre. Complètement. C'est là où sont les vulnérabilités et les enjeux. Et les enjeux, c'est voilà, là où on perd. Donc, s'il y a une complètement. catastrophe, c'est forcément dans une métropole, oui, j'ai envie de dire. Je peux me permettre, là, sur le coup, sur cet aspect risque et aléa, et la discussion autour, une petite réflexion sur quelque chose qui devient de plus en plus fréquent, c'est-à-dire le glissement de la question du risque sur non plus des événements, mais sur des situations qui, par leur caractère cumulatif, finissent par provoquer une situation de catastrophe. Alors là, c'est typiquement la différence entre un risque météorologique, par exemple, et ce que l'on peut appeler le risque climatique à proprement parler, où là, c'est de quelle façon une certaine période va provoquer une situation catastrophique. Alors, ça peut se poser aussi bien sur un terrain sur lequel, pour le coup, j'ai travaillé, par exemple au Sahel, à la suite, finalement, de la succession d'années extrêmement sèches, connues en gros entre la période 1965 jusqu'à la période 1995, où là se révèle petit à petit une situation qui est une situation catastrophique. Ça pourrait tout aussi bien, je pense, concerner ce qui se produit régulièrement, par exemple dans le nord-est brésilien. Et cette question de la prise en compte de ces risques climatiques qui deviennent de plus en plus fréquents modifie, me semble-t-il, un petit peu la question du risque, de la vulnérabilité des populations et de la façon dont on va le prévenir, parce que c'est beaucoup plus difficile d'envisager une politique de prévention d'un risque de ce type-là. Bonsoir. Je voudrais savoir qu'est-ce qu'a mis en place la ville de New Orleans après Katrina pour mesures préventives, parce que vous n'en avez pas parlé et je trouve que c'est très intéressant pour le coup. Mesures préventives à quel sujet ? J'imagine que dans l'optique où il y aura un autre ouragan de l'ampleur de Katrina, est-ce que New Orleans serait mieux préparé en 2020 qu'en 2005 ? Globalement, oui, parce que Katrina a permis en fait de montrer au monde entier que mettre la tête dans le sable et dire cette probabilité d'occurrence est tellement faible que se pencher dessus et essayer de trouver des solutions, c'est perdre du temps et perdre des moyens. Et faire ça sur tous les petits points du dispositif qui pourraient bloquer, c'est une perte de moyens conséquente et une perte de temps pour les organisations. C'était une politique qui n'était pas tenable au long terme. Donc oui, dans la mesure où Katrina a vraiment permis de pointer du doigt tous les points noirs du dispositif. Sur la question spécifique des évacuations, notamment des populations vulnérables, il y a un gros travail qui a été fait. Et notamment toute la gestion des évacuations des populations sans véhicule a été confiée à une ONG qui s'appelle Evacueteer, qui a en fait mis en place un système d'arrêt de bus, tout simplement. Dans la ville, il y en a 17 qui sont positionnés et pour lesquels, en cas d'évacuation obligatoire de la ville, il y a des bus qui passent pendant 72 heures, toutes les demi-heures, et qui évacuent
vers des points, qui évacue par avion les personnes à mobilité réduite, qui évacue par bus, qui évacue par train, parce que c'est un moyen de transport qui est extrêmement sous-utilisé aux États-Unis, mais il y a une gare à la Nouvelle-Orléans. Encore une fois, c'est l'ironie du sort qui a joué. Mais Amtrak, donc la société de transport ferroviaire aux États-Unis, avait affrété des trains pendant Katrina, en fait, quand ils ont reçu l'ordre, quand ils ont eu les derniers éléments sur l'ampleur de la catastrophe à venir. Ils ont fait affréter des trains, ils ont vidé des trains, des trains de transport de population, mais aussi des trains de marchandises, pour être prêts à évacuer massivement des populations. Sauf que l'information, en fait, n'est pas arrivée jusqu'aux populations et les trains sont repartis vides. Voilà. Alors que le personnel avait été réquisitionné, que tout était prêt, mais c'était encore une fois un problème de gouvernance qui fait que c'est un moyen qui n'a pas été utilisé. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Il y a des accords qui sont passés et donc, a priori, les trains pourraient évacuer rapidement. Ce qui est très intéressant puisque même en cas de vent violent, alors que les avions ne décollent plus, les trains peuvent encore partir. Même en cas d'inondation, si les routes, les autoroutes à la Nouvelle-Orléans, elles sont sur pilotis sur le bayou. Ça veut dire qu'en fait, en cas de montée des eaux ou en cas de congestion du trafic, si vous êtes coincé dans les embouteillages, vous ne pouvez pas juste évacuer votre voiture et puis partir à pied, parce qu'en fait, vous êtes sur des pilotis sur 100 km et il y a de l'eau tout autour. Donc en fait, quand vous êtes à pied, c'est pas tenable, c'est pas possible. Donc on a des problèmes de congestion du trafic qui n'existent pas avec le train. À la Nouvelle-Orléans, c'est la ligne qui est extrêmement connue. Il y a une ligne directe qui fait New Orleans-Chicago, en fait, qui traverse complètement les États-Unis. Donc, on pourrait évacuer massivement des populations très loin, ce qui permet aussi de soulager les États limitrophes qui se retrouvent en fait à gérer des centaines de milliers de populations qui arrivent et qui se retrouvent avec sur les bras des populations pour lesquelles ils n'ont pas forcément été intégrés au dispositif d'évacuation. Alors, l'Oklahoma a en partie absorbé des populations. C'est le Texas qui a beaucoup souffert. C'est à Houston où il y a eu 3% de population en plus sur la ville de Houston. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Au bout de 6 mois, la ville de Houston a dit on ne peut plus payer des chambres d'hôtel pour les évacuer. On ne peut plus gérer des stades entiers avec des réfugiés. Parce qu'il faut les nourrir, il faut assurer leur sécurité, il faut avoir des hôpitaux de campagne qui sont installés parce qu'on a des populations, il y a des gros problèmes de diabète aux États-Unis et fournir de l'insuline à 10 000 personnes dans un stade pendant 6 mois, c'est pas tenable. Il y a aussi, l'ouragan est arrivé à la dernière semaine du mois d'août, l'école avait déjà repris, il a fallu scolariser en fait tous ces enfants et les écoles du Texas ont dû faire face à des problématiques auxquelles ils n'étaient absolument pas préparés parce que c'était des éléments qui n'étaient pas intégrés dans les plans de gestion d'évacuation de la ville de la Nouvelle-Orléans. À aucun moment dans les plans, on a dit comment on fait si pendant 6 mois, les écoles ne peuvent pas réouvrir, les programmes scolaires étant différents en fonction des États, les manuels scolaires sont différents. Donc il faut que le Texas trouve d'un coup 45 000 manuels scolaires de primaire pour tous les enfants que l'État a absorbés. Ce qui n'existe dans aucun plan de gestion finalement. Mais c'est un vrai problème. Donc tous ces éléments-là, aujourd'hui, ils ont été mis au jour. Donc en fait, au moins on sait qu'ils existent. On ne peut pas faire semblant et on ne peut pas se dire ça n'arrivera pas. C'est arrivé. Donc une catastrophe sera forcément mieux gérée parce que tous les points où on se disait c'est tellement rare que ça ne peut pas survenir, on a la preuve que c'est arrivé et que c'est arrivé de manière tristement banale en fait parce que c'était des points qui n'étaient pas si anecdotiques que ça et qui sont, quand on y réfléchit, on se dit bah oui, si on n'ouvre pas une ville pendant 6 mois, la population elle vit forcément quelque part pendant 6 mois. Donc on est obligé de mettre en place des éléments. Donc aujourd'hui, sur plein de points, la ville a
à améliorer ces plans de gestion. Il y a eu un gros travail de gouvernance et un gros travail politique qui a été fait depuis. Beaucoup de responsables politiques qui étaient en poste en 2005 sont aujourd'hui en prison, notamment pour des faits de corruption, largement. Mais il y a eu un travail de fait sur le fait qu'on ne pouvait pas laisser s'installer des situations qui étaient difficilement tenables et puis les oublier dans un coin. On avait des systèmes politiques qui étaient embourbés dans des problématiques de corruption, par exemple. Et en cas de catastrophe, en fait, ça rajoute du problème au problème. Et donc, le ménage a été fait sur pas mal de points. Donc, tout porte à croire que la ville est mieux préparée aujourd'hui. Ceci étant dit, il y a encore pas mal de points du dispositif qui sont pas traités. Et la ville est toujours, physiquement, en tout cas le territoire est toujours vulnérable. Et puis l'assèchement des bayous autour de la ville. Les bayous, en fait, ça crée une sorte de zone tampon qui freine naturellement les ouragans. En fait, la vitesse des ouragans est aussi fonction de la différence de pression atmosphérique. Et en fait, les zones marécageuses permettent de freiner naturellement les ouragans qui arrivent donc un peu moins vite sur la ville. Le fait d'assécher ces zones pour les urbaniser, vous supprimez cette zone tampon et donc on a des ouragans qui sont moins freinés avant leur arrivée sur la ville. Ça, c'est un phénomène qu'aujourd'hui on ne peut plus inverser. Les zones tampons, elles ont été asséchées pour être urbanisées, elles n'existent plus, ou en tout cas elles ont été largement grignotées. Donc on va avoir des ouragans qui vont être de plus en plus violents, c'est un fait. Avec les phénomènes de changement climatique, on a de toute façon un territoire qui sera à l'avenir de plus en plus vulnérable. Même si on réduit la vulnérabilité intra-urbaine, ce qu'on a fait des zones rurales autour de la ville conduit à penser que de toute façon, on va avoir une vulnérabilité de la ville qui va être encore plus importante. Donc, on aura beau finalement traiter toute la vulnérabilité urbaine et améliorer la gestion et réduire le risque infra-urbain, quoi qu'il arrive, on augmente la vulnérabilité du territoire par les mesures d'accroissement de construction qui ont été faites auparavant. Est-ce que les populations sont revenues, les populations déplacées? Est-ce que New Orleans a retrouvé sa vitalité démographique pré-2005 on est à peu près à 90% de la population anté-catastrophe. En termes de chiffres, on se rend compte que c'est plus les mêmes habitants. On a eu quelques glissements en fait, qui ont eu lieu sur qui habite la ville aujourd'hui. La ville est légèrement plus blanche et légèrement plus riche, ce qui porte à croire que les populations les plus vulnérables qui ont été coincées à l'intérieur pendant la catastrophe se sont retrouvées ensuite coincées à l'extérieur sans pouvoir revenir, notamment par des dispositifs de toutes les populations qui étaient qui bénéficiaient d'aides au logement. Ces aides au logement n'étaient pas transportables, donc en fait ils les ont perdues pendant leur évacuation et n'ont pas forcément pu les récupérer ensuite. Et donc la ville a retrouvé de la vitalité. C'est une ville qui a, en termes de création de start-up, je crois que c'est une des 5 meilleures aux États-Unis. Donc il y a une vitalité économique qui se fait. C'est une ville qui s'est beaucoup faite sur le tourisme et le pétrole. Le tourisme est rapidement revenu, le pétrole a toujours été là. Donc économiquement, la ville, elle est dynamique. Après, on ne peut pas forcément dire que les populations qui ont subi la catastrophe se sont remises de la catastrophe. En tout cas, pas dans leur totalité. Voilà. Bon, je suis content que vous ayez souligné tous les aspects politiques et de gouvernance qui ont été très importants dans le déroulement de cette crise. Je pense, j'ai en mémoire cette photo de tout ce parking de bus scolaires qui était inondé, donc qui avait été prévu pour l'évacuation des gens et qui finalement ne pouvait plus être utilisé.
J'avais une petite question annexe qui fait le lien avec la question des risques sismiques. Est-ce qu'en Louisiane, on a développé l'exploitation du gaz de schiste? Il me semble me rappeler de ça. Alors, je voudrais pas vous dire de bêtises. Qui crée évidemment des événements sismiques. Alors, ce qui est sûr, c'est que, c'est que le forage se porte bien. Je ne sais pas spécialement sur le gaz de schiste, je ne pourrais pas vous dire. Ce que je peux dire, c'est que l'exploitation du sous-sol est directement liée finalement à la gestion du risque et des catastrophes. Et je parlais notamment des zones tampons autour de la Nouvelle-Orléans. Le master plan qui a été mis en place, en fait, qui est, je crois, le plan de réduction de vulnérabilité le plus coûteux au monde. Je crois que c'est 50 milliards de dollars sur 50 ans qui sont investis pour essayer de recréer des zones tampons, pour essayer de recréer des barrières naturelles, il y a aussi tout un système d'ouvrages de protection qui a été mis en place, et notamment des chercheurs hollandais qui ont mis en place des énormes portes qui ferment littéralement le bayou. C'est très impressionnant, c'est des portes qui, une fois qu'elles sont actionnées en 30 minutes, créent une barrière, une ceinture imperméable autour des zones côtières de Louisiane pour empêcher les eaux en cas d'ouragan d'arriver, et donc d'augmenter l'érosion en fait littorale. Une partie de ce plan en fait est financée par BP en échange de l'abandon des poursuites au pénal suite à la catastrophe pétrolière de 2011, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on ne peut pas nier qu'il y a un lien entre les deux, et qu'effectivement, les entreprises qui ont un intérêt flagrant dans l'exploitation du sous-sol sont plutôt volontaires pour financer des mesures de protection et de réduction de la vulnérabilité, parce qu'on s'est aussi rendu compte que c'est la multiplication des plateformes pétrolières avait des conséquences sur l'érosion côtière et augmentait cette érosion. Sur l'exploitation par contre du gaz de schiste, je ne pourrais pas vous dire si effectivement il y a un lien avec la sismicité. Je pense qu'il y a des parallèles à faire. Je ne sais pas si c'est directement le gaz de schiste ou si c'est le pétrole, dans les zones fracturées plutôt que le pétrole sous poche qui est poursuivi. Mais oui, effectivement. Après, je suis pas certaine que le risque sismique ne serait pas plus important du fait des Caraïbes dans la région que du fait de l'exploitation pétrolière. Pour une fois, ils sont pas responsables de grand-chose. L'heure tourne et il est bientôt 20h. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. S'il n'y en a pas, j'en ai une. ou une remarque. Je préfère donner la parole à quelqu'un qui voudrait. Je voulais revenir sur un point qui a été assez central, et notamment dans l'exposé de Laurence, et à contrario moins important, mais je me demande pourquoi. C'est celui de la mémoire, en fait. Parce que là, dans le cas de Katrina, on voit qu'il y a un phénomène qui est récurrent, donc a priori on devrait le connaître, et si les populations vivent là depuis longtemps, on devrait le connaître, mais effectivement on est dans des villes, alors des populations qui ont été peut-être mobiles, qui n'ont pas toujours vécu à cet endroit-là, mais on n'a pas le sentiment, alors même qu'il y a des études pour se préparer, mais qu'il y ait une mémoire de la gestion des ouragans précédents, en dehors de celui-là, qui aurait finalement qui a servi de leçon, visiblement, enfin, dans ce que tu as dit précédemment. Donc je me posais un peu la question. Et
Et au Pérou, alors j'ai été interpellé par El Señor de los Temblores parce qu'il y a le même culte, bien sûr, à Lima, El Señor de los Milagros. Et Marie Pijolet, dont on parlait tout à l'heure, qui est une doctorante que j'encadre, elle a fait des enquêtes auprès des pèlerins, enfin de ceux qui font la procession. Effectivement, octobre est le mois des séismes. Ils sont convaincus, parce qu'il y a eu 2 gros séismes qui ont eu lieu en octobre, qu'en fait c'est vraiment le mois où se passent les séismes. Et en fait, elle leur a demandé s'ils connaissaient l'histoire. Et en fait, il y en avait très peu qui connaissaient l'histoire. Ils ne savaient pas forcément que c'était lié à des séismes, alors que même des fois les chansons peuvent l'évoquer. Donc je me demandais si à Cusco, bon, ils en avaient plus, s'ils faisaient davantage le lien entre cette procession, ce culte, et effectivement les séismes qui ont lieu, ou si ça a été étudié ou pas d'ailleurs, parce que je trouverais ça assez intéressant. Et sinon, je finis, mais je suis effectivement convaincu de cette mémoire, mais même au point que ça construit le risque. Enfin, je vais être un peu radical, mais pour pousser au bout, je pense qu'effectivement, il y a des périodes où le risque n'existe pas. Pour la société, le risque n'existe pas. Il existe pour les chercheurs, pour ceux qui le mesurent, mais il n'existe pas pour la société. Et Vargas Llosa disait que dans les années 90, les bourgeois notamment qui s'installaient sur les falaises de Miraflores, qui sont plutôt des quartiers huppés, mais qui est une zone extrêmement sismique, enfin apparemment, c'est des zones rouges dans le zonage. Ils avaient oublié que les séismes existaient, et dans les dernières années c'est plus le cas, mais ils avaient oublié, et donc s'ils ont oublié, c'est qu'il n'y a pas d'enjeu de perte et que donc le risque n'existe pas. Alors, je passerai peut-être la parole à un instant à Andy, parce que pour Andy, qui travaille donc sur Cusco et sur la mémoire de ce séisme de 1650, c'est un séisme en fait, le Señor de los Milagros. C'est le séisme de 1650. Et à la sortie, en fait, le séisme se déclenche, si je ne me trompe pas, tu me corriges après, se déclenche, les gens sont en train de sortir un saint en procession, ils portent quelque chose, ils sortent de la cathédrale. Le séisme est tellement fort qu'il dure longtemps. Et en fait, quand le saint sort de la cathédrale, quand la relique sort de la cathédrale, le séisme s'arrête et de là naît la tradition orale. Si les gens s'en souviennent, je ne sais pas. Oui, en plus, c'est un homme noir, noir africain. Ouais, c'est extrêmement rare. Ouais. Oui, bonsoir. Je suis péruvienne. Je connais ces endroits-là et j'ai participé du Seigneur de los Temblores de temps à l'autre. Et c'est vrai que c'est un Christ qui est particulièrement noirci par la fumée des bougies. C'est la même chose pour certaines vierges qui sont aussi noircies par les bougies. Et donc, ce que je peux dire, c'est qu'on ne se souvient pas du tout qu'il y a eu des tremblements. Certainement, dans la mythologie, on en parle, mais ce n'est pas quelque chose d'impactant spécialement actuellement. D'une autre part, c'est vrai que c'est un moment dans lequel il y a des tremblements de terre. Je ne peux pas relier ça forcément au culte, mais bon, il y a un changement en fait avec la saison, il y a un changement de la pression atmosphérique et on le sent. On peut sentir qu'il y a une tension, qu'il y a quelque chose dans l'espace. Donc, et que ça aboutit sur des remises en place de la plaque tectonique, c'est tout à fait normal. Donc, le Pérou, c'est un endroit dans lequel il y a tout le temps des séismes, tout le temps des mouvements tectoniques. Le problème, c'est lorsqu'il n'y en a pas. Parce que ça veut dire qu'après, il va y avoir un très fort. Donc, il y a toujours ces mouvements-là des plaques. Et normalement, on a souvenir toujours qu'il y a un qui est bon tous les 5 ans à peu près, ou tous les 12 ans,
dans lequel il y a un vrai mouvement suffisamment fort comme pour bouger les choses, bouger les maisons, qui normalement sont faites sur les consignes des tremblements de terre. Donc il y a un espace dans la maison dans lequel on peut se réfugier pour se protéger des chutes. Donc tout le monde, bon, disons que on pense bien à construire, à bâtir et à garder dans la maison un espace qui soit conçu pour l'antisismique. Oui, voilà, c'est ce que je veux dire à ce sujet-là. Merci. Simplement pour revenir sur le Señor de los Temblores, je pense que bon, le parallèle a été fait par plusieurs historiens avec le Señor de los Milagros de Lima. Mais il y a peut-être une différence au sens où même rien qui est... Je veux dire, comme on associe directement le Señor de los Temblores au tremblement de terre dans la tradition même, puisque sa naissance vient du fait qu'il a le pouvoir d'arrêter l'onde sismique, il y a peut-être chez les fidèles, je pense, un parallèle plus évident avec l'aléa et le risque sismique. À Cusco, pardon. Mais pour autant, je suis pas certain non plus que... C'est peut-être assez ambivalent. Il y a le Señor de los Temblores permet de maintenir une certaine mémoire de ce risque-là à travers une période beaucoup plus longue que ce que pourrait permettre la simple mémoire collective, parce qu'on est sur quand même un aléa là d'une récurrence de 100 ans si on considère 1950, ou à moins de 100 ans. Mais si on considère 1650, c'est une récurrence même de 400 ans. Mais au-delà de ça, les fidèles ou même tous les Cusquéniens, je pense, ont plus une perception passée de ce risque-là que futur. Je veux dire, ils ne se projettent pas sur dans quelle mesure cet aléa peut survenir de nouveau. Donc c'est une mémoire, mais qui n'est peut-être pas foncièrement utile pour la prévention. Qui rappelle un événement passé. Et peut-être que là-dessus, c'est un peu comme les centres coloniaux, on se dit tiens, ils sont là, donc finalement, on continue à vivre, parce que finalement, on a des églises, il y a peu de oui. Mais c'est-à-dire que la ville, elle est faite sur des constructions qui ont été cyclopéennes. Donc, il y a des morceaux qui sont faits vraiment pour résister au temps et qui ont été conçus vraiment surtout pour résister au tremblement de terre. Donc, cet aspect-là existe pour tout ce qui est passé. Donc, avant les coloniaux. Lorsque le coloniaux est arrivé, rien ne se passait, ils sont construits, ils sont bâtis comme ils voulaient. Mais lorsqu'il y a eu les tremblements de terre, tout ça, ça a tombé. Et en plus, c'est des bâtis sur du pissé, comment est-ce qu'on appelle ça? C'est le mélange d'argile et de la paille. Donc c'est la construction torchis. La construction traditionnelle, elle est faite sur du torchis et sur des pierres, des roches. Et on voit nettement la différence entre ce qui a été bâti avant que les conquistadors arrivent, pendant le temps Inca, qui est différent à ce qui est précolombien, qui est différent à ce qui est pré-Inca, qui est beaucoup plus solide. Pendant la période Inca, ils ont ajouté du caillou. Ils n'avaient plus la technologie pour faire les moulures comme ils sont faits pour les pierres précédentes. Et donc, tout ce qui a été bâti d'époque coloniale et même maintenant, il est beaucoup plus frêle que ce qui a été bâti avant. Donc, l'architecture ancienne, avant les Incas, existe encore, c'est solide, et les gens, ils sont bâtis là-dessus. Donc, ça a donné une certaine résistance à l'architecture, mais ils savent très bien que s'il y a un tremblement de terre, ça peut fissurer tout ce qui a été bâti. Mais d'une autre part, lorsqu'il y a eu des tremblements de terre dans cette zone-là, il y a des espaces entiers dans le centre-ville qui n'ont pas été rebâtis, qui sont tombés et qui n'ont pas été remontés. Donc,
de toute façon, on est bien conscient qu'à un moment ou à un autre, si jamais il y a un tremblement de terre, ici en plus il y a la pluie, etc., tout ça, c'est compliqué, quoi. À moins qu'il y ait le mot de la fin de la part de nos orateurs, oratrices. Eh bien, alea iacta est. Merci beaucoup. Et donc, rendez-vous pour ceux qui voudront le 3 mars à 18h. Je ne sais plus si c'est cette salle ou une autre. C'est une autre salle, mais en salle des résistants. Et ça tombe bien puisque c'est sur les gauches dans les Amériques. Merci beaucoup, bonne soirée.